Je disais que j'allais effectivement faire une petite introduction et ensuite on va commencer en disant qu'il est 16h09, 16h10. À 16h10, on commence. D'accord. On va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette web conférence, web réunion organisée par les services du SDIS Martinique. L'objectif de cette réunion virtuelle avec l'ensemble du personnel, réunion qui est également visible en direct sur les réseaux sociaux, c'est d'éclairer la situation de la Martinique par rapport à cette crise du coronavirus, c'est des pompiers. Et c'est aussi l'occasion pour l'ensemble du personnel de poser toutes les questions avec des spécialistes qui vont répondre donc à ces interrogations. Je suis Jean-Marc Dabreux, journaliste, et aujourd'hui je serai le modérateur de ce rendez-vous. Et parmi les intervenants, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Dabord Rizière, qui est médecin, réanimateur au sein du CHU de Martinique, et également toxicologue. Il y aura le professeur Louis Géel qui va intervenir sur les questions de psychiatrie, Marie-Hélène Glaudan, pharmacienne, biologiste, directrice de laboratoire, Monsieur Laurent Maniry, enseignant-chercheur et maître de conférences en informatique, directeur de l'IUT de Martinique et spécialiste des réseaux sociaux. Enfin, Guy Albert Ruffin-Duhamel, ingénieur social, membre du conseil scientifique de la Covid Martinique, directeur de la plateforme cancérologie et officier expert au sein des sapeurs-pompiers. Nous avons également la première vice-présidente du conseil d'administration du SDIS qui va faire tout de suite une introduction. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous ceux qui ont voulu être avec nous cet après-midi. Alors, aujourd'hui, en toute transparence, des experts reconnus, spécialistes chacun dans leur domaine, nous apporteront un éclairage sur la situation que nous vivons depuis 2 ans. Leur apport scientifique, leur savoir et vécu devront vous permettre d'avoir tous les outils pour prendre une décision finale personnelle pour votre sécurité et la protection des vôtres. Je rappelle que l'article L 4122-1 du Code du travail dit que tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de ses formations et autres personnes. Donc, prenez la décision qui s'impose. Vous avez choisi d'être au service des autres. Veillez sur vous et entendez le cri du cœur de vos collègues qui ont été touchés. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais maintenant céder la parole au colonel, le directeur du SDIS. Merci, Monsieur Dabreux. Merci à double titre. Merci de nous accompagner pour cette conférence et en particulier pour son animation. Merci aux intervenants successifs qui ce soir vont nous permettre d'être éclairés, un peu plus éclairés sur c'est quoi cette crise sanitaire, ce virus, et surtout comment faire pour en sortir. Merci, Madame Bourrieux, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour représenter le président du conseil d'administration, Monsieur Nestoradeo, qui s'excuse de ne pas être avec nous puisqu'il est pris sur des réunions importantes par ailleurs. Mais c'est surtout lui qui a souhaité que nous puissions organiser cette conférence pour offrir aux sapeurs-pompiers la possibilité d'être le mieux informés. Alors, quand je dis les sapeurs-pompiers, dans toute la famille SDIS, les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui sont déjà connectés, et je pense que d'autres vont se connecter encore, pour permettre que nous soyons le plus éclairés possible sur cette vraie
crise, hein, parce que nous sommes dans cette crise depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans même, et là nous connaissons une situation inédite par l'arrivée de ce variant Delta qui est cause de victimes en nombre, de décès en nombre. C'est une situation que je vois que la Martinique a rarement connue, d'avoir à faire face à une telle situation épidémique. Alors, bien sûr, dans le même temps, ce qu'on observe, c'est que notre population a beaucoup encore de questionnements. Et ces questionnements-là, on les retrouve aussi chez nous, les personnels de justice. C'est quoi ce virus? Pourquoi les autorités appellent avec autant d'insistance à la vaccination? On constate bien que beaucoup de personnes se refusent à cette vaccination, ne souhaitent pas cette vaccination. Pourquoi il n'y a pas des médicaments qui sont proposés et qui permettraient à la fois d'agir de manière préventive, d'agir de manière aussi curative? La question m'a été clairement posée par plusieurs personnels. Donc, c'est pour essayer d'y répondre que nous avons, à la demande du président, je le répète, fait en sorte d'organiser ce soir cette conférence avec des experts dans leur domaine qui, à tour de rôle, vont vous apporter les éclairages qui sont en mesure de donner sur ces questions-là, hein, tout simplement. Donc, on le fait avec nos moyens. Merci à tous ceux qui nous apportent le concours technique également, hein, à la fois les techniciens du service d'incendie et de secours, hein, Monsieur Droirville, commandant Néris. Merci aussi surtout à ceux qui ont permis que ces experts soient réunis, en particulier M. Guy Albert Rouffet-Duhamel, qui est notre expert en assistance sociale, mais qui a aussi d'autres casquettes qui présentera tout à l'heure. Et merci à la société qui nous accompagne avec son représentant, M. Petro, et qui permet que nous puissions, par ces technologies nouvelles, être réunis en nombre, chose que la situation sanitaire ne nous permet pas. Donc, sans être plus long, mais juste avant quand même qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux remercier au nom du président, il était ce matin ici en direction, je veux remercier chacune pour leur investissement dans la gestion de cette situation de crise sanitaire. On ne le dira pas assez, c'est le sapeur-pompier dans son VSAV, mais c'est tous ceux qui sont en arrière aussi, les logisticiens, c'est tous ceux qui sont ici aussi à la direction, qui apportent leur concours au quotidien pour permettre qu'on puisse apporter la réponse à cette mission qui nous est confiée et que la population attend de nous. Donc, vous pouvez encore très fortement remercier. Le dernier point, c'est que chaque personne ne se sente jugée. Personne ne se sente jugé. Je crois qu'il y a peut-être eu un peu de cela, qu'on est jugé parce qu'on ne veut pas se faire vacciner, parce que, etc. Nous savons tous qu'il y a cette question du texte qui est sorti en août dernier, en septembre dernier, qui pose la question de l'obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers. Ce n'est pas le sujet d'actualité ce soir. Ce soir, c'est de porter à tous l'information qui puisse l'aider à se déterminer, à se déterminer sur qu'est-ce qu'il a lieu de faire. Et on essaiera de l'apporter du mieux possible. D'accord? Donc, qu'on soit bien clair là-dessus. L'objectif est de porter de l'information et du mieux possible, de la manière la plus objective possible. Et en fin de conférence, on vous proposera un lien vers un document qui, je crois, est appelé à faire référence, puisque le Haut Comité français pour la résilience nationale, qui est un organisme d'utilité publique, qui est indépendant de toute structure étatique, gouvernementale et autres, vient de sortir son deuxième rapport sur la crise pandémique. Et dans ce rapport, beaucoup des sujets, beaucoup des thématiques qui sont abordées ce soir sont abordées d'une manière relativement simple à lire. Donc, on vous donnera ce lien et vous pourrez, peut-être pour tous ceux qui le souhaitent, faire un aller plus loin avec ce document. Voilà, je laisse tout de suite donc, la parole à M. Daboul pour la suite. Merci beaucoup, colonel. Merci pour cette introduction. Alors,
avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de méthode pour cette conférence. Il y a donc des intervenants qui vont répondre à des questions. Évidemment, vous avez la possibilité de poser vos questions et notamment de les écrire. On va pouvoir les retranscrire et y répondre. Mais d'abord, donc, nous allons entendre le témoignage notamment de pompiers, de sapeurs-pompiers qui ont été touchés dans leur chair par le coronavirus. Les pompiers, même s'ils sont au service de la population, ne sont pas épargnés par la gravité de cette maladie. Et c'est le cas notamment avec ce témoignage qui a été recueilli au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique. Il s'agit donc d'un pompier qui a été gravement atteint par la maladie, qui est d'ailleurs toujours hospitalisé. Pour écouter ce témoignage qui a été recueilli par Monsieur Guy Albert Ruffin-Duhamel. Qui lance la vidéo? Ils ont le son ou pas? Visiblement, quelques difficultés avec ce témoignage donc, qui a été recueilli, donc témoignage du capitaine Sandrine Jean-Baptiste Simone, qui est donc gravement malade donc, du coronavirus. On va essayer de voir si on peut retrouver ce témoignage, en tout cas essayer de l'entendre avec le son. Petit problème technique, on va y revenir tout à l'heure. Il y aura si vous voulez, je peux vous aider rapidement dessus. Hein. C'est-à-dire que là, il faut arrêter le partage. Arrêtez le partage, s'il vous plaît. Il faut arrêter le partage, s'il vous plaît. Personne qui avait reçu ou pas leur première ou deuxième injection. Et ce qui est ressorti de cela, c'est que les personnes qui avaient reçu leur première injection étaient moins malades ou n'allaient même pas aux urgences puisqu'elles n'avaient pas une autre pathologie. Et par rapport à cela, cette analyse que je fais de tout ça, c'est qu'en réalité, ceux qui ont reçu la première injection, ont été plus résistants. Ce qui leur a permis soit de ne pas se retrouver hospitalisés ou très malades. C'est ce que je fais, c'est cette analyse que je fais aujourd'hui. Vous regrettez un peu d'avoir le temps de cette conversation. Est-ce que je regrette le temps de n'avoir pas eu cette première injection? Surtout, c'est la gestion du temps. J'ai eu le temps autrement, puisqu'on pense tout. Alors, voilà pour ce témoignage, pardon hein, pour la qualité donc, technique de ce témoignage. Alors, ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être cette première question qu'on va poser, c'est le vaccin. Est-ce qu'il protège contre les formes graves de la maladie? On vient d'entendre ce témoignage où on a donc un pompier malade qui regrette, entre guillemets, de ne pas avoir pris cette injection. On va poser cette question à l'un de nos premiers spécialistes qui participe à cette conférence. On va poser la question à notre biologiste qui est avec nous. Est-ce qu'elle est là? Oui. Je vous entends pas très bien. Vous pourriez m'indiquer son nom pour que je puisse la repérer, s'il vous plaît?
Oui. Marie-Hélène Blodon-Vladimeret. J'ai un petit souci de son, j'entends plus très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, Madame Blodon, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'efficacité de ce vaccin, notamment contre les formes graves? Ah oui, alors il faut savoir que le vaccin, après la deuxième dose de vaccin, va protéger complètement le patient, enfin l'individu, contre les formes graves et contre les risques d'hospitalisation et de réanimation. C'est vraiment une réalité du terrain. Alors, c'est sûr qu'il y a, il y a un début de production d'anticorps, c'est-à-dire de réponse immunitaire de la part du sujet après la première injection de vaccin, mais celle-ci n'est complète qu'après la deuxième injection. Et effectivement, il est rapporté dans toutes les études scientifiques qu'après 15 jours maximum après la deuxième injection, eh ben, le sujet est véritablement protégé contre toutes les formes graves du coronavirus. Très bien, merci beaucoup. J'ai retrouvé le son. Merci beaucoup pour votre intervention, Marie-Hélène Blodon. Est-ce que le professeur Dabord Rézière est avec nous? Médecin réanimateur, toxicologue du CHU de Martinique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous qui êtes au cœur du CHU de Martinique, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de personnes non vaccinées ou vaccinées qui sont admis dans des cas graves de coronavirus et notamment dans les services de réanimation? Effectivement, merci de m'avoir invité. Je voulais saluer le panel. Merci de m'avoir invité. En effet, depuis février 2020, on a eu pas mal de vagues et on a vu pas mal de choses. On est aujourd'hui, on peut dire qu'on a une certaine connaissance, même si on n'est pas spécialiste dans au niveau de Covid, mais on a une certaine connaissance. Donc, en fait, pour cette vague, même avant, on n'a jamais eu de patients hospitalisés en réanimation avec des formes sévères, ce qui veut dire des pneumonies de SDRA, qui ont été vaccinés, qui ont été vaccinés. Donc, en fait, c'est une maladie des patients non vaccinés et actuellement, on a une centaine de patients hospitalisés, que ce soit dans notre service de réanimation, 55 patients, chez les militaires, il y en a 20 et autres services de réanimation, il n'y a pas de patients vaccinés. Donc, il est clair, on a répondu à cette question à plusieurs reprises au niveau de la presse. Donc, en effet, on n'a pas de patients vaccinés. C'est une maladie, tous ceux qui sont décédés ou ceux qui sont hospitalisés, même actuellement, ce sont des patients non vaccinés. Très bien, merci beaucoup, Dr Rézière, pour cet éclairage. Alors, pourtant, sur les réseaux sociaux, bouche à oreille, on a l'impression que cette information du coup, circule dans le contresens. On nous fait croire, on entend souvent, mais oui, il y a des personnes vaccinées qui sont dans un état grave, le vaccin ne sert à rien. On va poser la question à monsieur Laurent Maneri, qui est enseignant-chercheur, maître de conférences en informatique et spécialiste des réseaux sociaux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment les réseaux sociaux se nourrissent de cette situation du coronavirus pour faire passer ce qu'on appelle des fake news? Alors, merci, bonsoir. Donc, tout d'abord, un réseau social permet vraiment à certaines personnes d'intégrer de l'information, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre l'heure du journal, il fallait attendre le journal papier pour avoir de l'information. Maintenant, l'information est disponible à toute heure. Et il se trouve qu'à partir du moment où j'intègre un groupe, je peux diffuser en fait un petit peu ce que je veux. Ce n'est pas forcément de l'information vérifiée. Souvent, quand vous recevez des informations, ce sont des informations qui ont été transférées. Des fois, les personnes n'ont même pas eu le temps de regarder si véritablement l'information elle est fiable
ou pas. Dans un réseau social, vous pouvez avoir des gens qui viennent juste pour consommer de l'information. Vous pouvez avoir des personnes qui parlent de 1000 informations et vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui parle d'une information 1000 fois. Étant donné que vous passez votre temps à diffuser, je prends le cas, par exemple, d'un pompier. Un pompier qui, au bout de sa journée, revient, par exemple, sur un réseau social sur lequel il va se rendre compte qu'il y a peut-être 20, 30, 40, 50 messages. Il va se dire, mais quelque chose se passe. Et finalement, quand il va regarder, il n'aura pas le temps de tout lire. Souvent, ce sont les 5, 10 derniers messages que l'on va regarder et on va se faire une idée, justement, avec ces messages. Alors, bien souvent, vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment seules, hein, qui n'ont pas forcément des personnes avec qui échanger. Très difficile de savoir si l'information est fiable ou pas. Prenons le cas, je vous dis par exemple qu'il y a une grève lundi d'essence. Est-ce que quelqu'un ici me connaît? Non, donc à la limite, vous n'allez pas me faire confiance. Si c'est le colonel qui dit qu'il y a grève, tout le monde diffuse déjà l'information. Donc derrière, est-ce que je peux donner vraiment une certaine fiabilité à la personne qui me donne cette information? Certains en jouent parce qu'on a envie des fois de s'amuser. Certains ont besoin des fois de reconnaissance pour dire j'existe, voilà, je vous ai aidé à sortir de telle ou de telle situation, pensez à moi. Certains aussi, ça peut être aussi pour de la revanche, parce qu'en gros, ils ont connu une situation et derrière, ils peuvent vouloir vraiment porter atteinte à l'image des fois de quelqu'un ou à l'image d'un discours. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va retenir deux choses depuis le début de cette webconférence. Ce témoignage qu'on a entendu en tout début qui nous rappelait du coup l'importance de la vaccination. Un fait, il n'y a pas aujourd'hui au sein des services de réanimation de cas de Covid graves de personnes vaccinées et cela dément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui prétendent le contraire. Les réseaux sociaux où effectivement, il faut faire très attention, vous l'avez rappelé, sur la source et l'origine, la qualité de ces informations. Alors, dernière question à un spécialiste. Avant, n'hésitez pas hein, de nous faire part de vos questions. Vous êtes 40 maintenant à être avec nous. Je rappelle l'objectif de cette webconférence organisée par les services de justice, apporter un éclairage au personnel, notamment sur cette crise du coronavirus qui touche aussi le personnel. Et nous allons essayer d'avoir un éclairage justement de la part du professeur Louis GL, psychiatre. Est-ce qu'il est avec nous, le professeur Louis GL? Professeur? Visiblement, non. Nous n'avons pas le professeur Louis GL, psychiatre spécialiste des psychotraumatismes, qui va nous rejoindre certainement dans le courant de cette conférence. Je vous propose d'écouter un deuxième témoignage, toujours celui d'un pompier de Martinique atteint par la Covid-19 et qui va nous donner son témoignage sur la façon dont il a vécu cette maladie. On écoute tout de suite ce témoignage. Qui nous emmène plus au fond au niveau de beaucoup de patients allongés sur les bancs. Et là, on voit toutes les détresses des patients et aussi ceux qui n'ont pas leur base, qui pleurent. Voilà, il y a aussi devant moi des familles qui passent peur. Une famille, une dame qui se trouvait dans le box, qui appelle à l'aide à l'aide, qui appelle quand elle arrive. Elle arrive. Vous gardez le traumatisme de ça? Oui, ça reste sans souvenir. Et c'est dur de voir. C'est là qu'on voit que là, on va tenter aussi la jeune fleur. Cette personne n'a pas de bon avec son bras. Donc, vous arrivez et vous allez dire que le mot. On voit tous les autres.
Merci. Donc voilà pour ce témoignage du caporal Sandrine Jean-Baptiste qui est donc assez poignant hein, sur la réalité de la COVID-19. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui souhaitent intervenir? Pas de questions pour le moment? Non, pas de question pour le moment. Pas de questions pour le moment, d'accord. On va poursuivre. Est-ce que le professeur GL est là? Normalement, il se connecte. Il se connecte. Il se connecte. Très bien. Il tombe à point nommé justement après ce témoignage pour aborder l'aspect psychologique du coronavirus et notamment de ces personnes qui ont vu la mort de près, hein, qui ont vécu cette maladie, qui ont touché du doigt la gravité de cette maladie. Une maladie qui, à double titre, hein, a un impact sur la psychologie parce qu'elle induit des confinements successifs, des changements de mode de vie, mais aussi parce qu'elle touche aussi, comme n'importe quelle autre maladie, les personnes qui sont malades. Alors, est-ce qu'il s'est connecté? Professeur Louis GL. Pas encore. Pas encore. On va attendre encore un petit peu. Peut-être un petit mot du colonel en attendant, monsieur le directeur. Est-ce que vous avez, parce qu'on a entendu des témoignages, et je répète depuis le début de cette webconférence que les personnels du STIS ne sont pas épargnés, est-ce que dans quelle proportion le personnel du STIS est concerné par le coronavirus? Est-ce qu'on a des chiffres à ce niveau? Oui, alors, on peut donner effectivement quelques chiffres sur, depuis le début de cette quatrième vague hein, qui est particulièrement marquée pour nous sur notre territoire. On a eu jusqu'à 90 personnels dits en surveillance médicale renforcée. Alors, je crois que les uns et les autres aussi savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont été contactées d'une personne positive et qui demandent qu'ils fassent un test antigénique pour savoir s'ils sont eux-mêmes porteurs du virus et que ça demande une surveillance. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place avec le service de secours et de santé médicale et qui permet voilà, de limiter l'apparition de clusters dans nos différents lieux d'activité. Et on est allé jusqu'à 25, peut-être même un peu plus, de personnel positif au Covid. Et sur ces 25 personnels positifs au Covid, on recense pas moins de 10 personnels qui ont développé des formes plus ou moins graves. Donc, sur ces 10, 6 qui ont nécessité, si je ne fais erreur, 6 qui ont nécessité hospitalisation parce que des situations graves, très graves. Vous avez eu le témoignage de 2 d'entre eux. Il y en a encore, au moment où on parle, ils sont encore 4 à être hospitalisés, dont 3 où ça va, ça s'améliore. Il y en a un où sa situation est très, très grave, hein, ne pas dire voilà, plus. Donc, et ce sont à la fois des personnels professionnels, volontaires. On n'a pas de personnel administratif technique qui soit parmi ces chiffres-là. Mais ça nous montre que le besoin de se protéger au maximum est impérieux, d'où le fait d'avoir mis en place le plus vite possible, c'est une grosse organisation, ça nous a demandé, mais le plus vite possible, les autotests
puisqu'il est autorisé de mener des campagnes d'autotest. Donc, le SDIS a fait l'acquisition, a reçu de l'État, mais a fait aussi l'acquisition d'autotests et propose sur tous les lieux d'activité aujourd'hui des autotests. Et je ne peux qu'encourager chacun à respecter la pratique de ces autotests, puisque nous savons qu'une forte proportion d'entre nous ne sont pas vaccinés. Donc, quand bien même on serait vacciné, on peut aussi être positif. Donc, il est important pour se protéger les uns les autres qu'on pratique ces autotests. Si chacun a compris, je crois, ce qui a été dit ce soir, Madame Boudon l'a dit, être vacciné, c'est se protéger des formes graves. Ce n'est pas se protéger du fait d'attraper le virus. Et ce n'est pas se protéger du fait d'être symptomatique et de transmettre le virus en ayant contracté à d'autres qui, eux, peuvent développer des formes graves et pour être… voilà, donc je peux qu'insister sur le respect de cette disposition qui a été mise, en plus de tout ce qu'on avait déjà mis, les gestes barrières, le port du masque systématique, les gestes d'hygiène. En plus de tout ça, il y a les autotests maintenant. Ce n'est pas une fin en soi, mais dans le moment, avec une circulation aussi forte du virus sur le territoire, il est indispensable que nous ayons mis en place, ces autotests et que chacun s'efforce de respecter le fait qu'on lui propose, qu'on lui demande de réaliser ces autotests. Merci beaucoup, colonel. Je vais laisser la parole à Audrey Pommier qui souhaite intervenir. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, colonel. Bonsoir à tous les experts. J'aimerais poser simplement une question, c'est de savoir, est-ce que vous savez où vos collaborateurs ont contracté le virus? Est-ce que c'est dans le cadre, à mon avis, c'est pas dans le cadre de leur fonction professionnelle. Est-ce que c'est dans le cadre familial? Est-ce que vous avez un retour sur ce sujet, d'où peut-être la nécessité du pass sanitaire, où je vais les jeter un pavé dans la main avant 17h, mais bon, voilà. Donc, c'était ma question. Merci. Merci Audrey. Colonel, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour essayer de refaire le cheminement des cas? Alors, on a ce qu'on appelle le contact tracing, qui est fait en interne, puisque nous avons un service de santé de secours médical. Donc, depuis le début de la pandémie, nous suivons systématiquement tous les cas qui sont déclarés positifs, recherche des cas contacts, d'accord? Et ce travail-là, qui s'associe à ce qu'on a mis en place très tôt. Je rappelle que je pense que le SDIS de Martinique a été parmi les tout premiers à demander que systématiquement tout le personnel porte le masque chirurgical. Aujourd'hui, il y a non seulement le port du masque chirurgical, mais on a de plus des kits biologiques d'intervention qui ont été mis pour tout le personnel. C'est ce qui nous permet d'affirmer qu'aucune contamination, aucun personnel positif n'a été contaminé en interne. Je parle en interne, en intervention. Les contaminations qui se sont produites sont venues de l'extérieur et des personnes ont été contaminées en intérieur dans le cadre de la vie, notamment la vie dans les bureaux, la vie, parce que là, il suffit que le virus soit porté par quelqu'un, que les gestes barrières qui ne sont pas, et comprendre, ça ne peut pas être du 100% efficace, soit j'ai enlevé mon masque, soit j'ai touché à un moment donné une surface et j'ai déposé le virus, l'autre l'a récupéré. C'est comme ça qu'on a eu les contaminations. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ça que nous voulons renforcer les barrières, barrières liées au masque, à l'hygiène. Et je rappelle que il faut absolument maintenir cela. Et en plus, on vient rajouter encore l'autotest. Et on dit à l'envers, et j'espère que nos intervenants vont expliquer l'importance de la vaccination, allons vers la vaccination. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, colonel. Troisième appel pour le professeur Louis GL. Est-ce qu'il est là? Oui, on le voit. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous prie de m'excuser de mon retard. Je n'ai pas pu m'organiser comme je le voulais. Je vous prie de m'en excuser. Honoré d'être avec vous. Merci, merci d'être avec nous. On a entendu tout à l'heure un témoignage, celle d'un sapeur-pompier, le caporal Jean-Baptiste, André Jean-Baptiste, qui a frôlé la mort à cause de la Covid-19. C'est vrai que cette maladie est une maladie qui a un impact important sur la psychologie, sur les échanges aussi entre les gens. Alors,
en tant que maladie, parce qu'effectivement, on est malade et on peut frôler la mort, hein, comme des maladies graves, mais aussi parce que c'est une maladie qui, de par les confinements, de par les changements de mode de vie, a aussi un grand impact sur notre quotidien. Est-ce que cette situation-là peut amener aussi à atteindre notre discernement par rapport aux informations que l'on pourrait recevoir? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, je pense que votre question est claire et elle est très importante. J'ai l'impression que parfois cette dimension est peut-être pas estimée, en tous les cas, l'importance que moi je vois et mes collaborateurs. On est sur une situation qui caractérise une série de successions de psychotraumatismes, avec le fait que la Martinique a vécu quand même beaucoup de crises. Et là, on a un impact avec cette menace de mort que vous avez énoncée tout à l'heure. Et quand vous avez dit à frôler la mort, c'est tout à fait intéressant, la façon de le nommer. La mort, on est vivant ou on est mort, quoi. Et avoir l'impression qu'on peut être presque mort et finalement pas mort, c'est exactement ce qui caractérise le psychotraumatisme. Et aujourd'hui, il y a non seulement les personnes qui ont été impactées par ce que vous avez évoqué là, de ce contact, cette proximité avec la détresse vitale et la menace de mort immédiate, mais également tous ceux qui l'ont entendu autour d'eux, de proches, de familles. Aujourd'hui, étant donné le nombre de décès, un très grand nombre de familles en Martinique et de professionnels sont concernés de façon directe. Et cette confrontation à la mort, elle vient nous amener à un tel niveau émotionnel qu'elle va activer des voies cérébrales qui vont activer en particulier un organe dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui a une faculté intéressante, mais en même temps très, très ennuyeuse aussi, intéressante parce qu'elle nous dit quand on a peur, c'est elle qui prend le contrôle de notre état cérébral et qui va traiter les informations de façon quasi automatique en chantant les zones du cerveau qui sont situées principalement en l'avant du cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui caractérise notre positionnement dans la chaîne de l'évolution animale, où on est avec ce cerveau qui a beaucoup de finesse de traitement cognitif. Mais quand on a peur, de façon tout à fait aujourd'hui démontrée sur le plan neurobiologique par de l'imagerie, eh bien, ces zones de traitement de l'information sont chantées. Et là, quand elles sont chantées, on a du coup des mécanismes automatiques qui sont mis en place, qui font référence à des référentiels, des automatismes qui sont en dehors du raisonnement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, alors, on sait à quel point un animal, quand il peut être mis en danger, eh bien, il peut être sidéré, pétrifié, et il ne va pas fuir de façon adaptée, même parfois fuir vers le danger. Et on peut s'interroger s'il n'y a pas une composante de cet ordre-là dans ce que l'on vit en Martinique, où la force de la peur qui est transmise par la réalité de la situation peut être parfois aussi renforcée par des messages qui se veulent informatifs, mais qui viennent appuyer sur la gravité. Et je me demande parfois si, à force d'énoncer le nombre de décès, est-ce qu'on renforce la capacité à ouvrir notre discernement ou au contraire, est-ce qu'on n'expose pas un certain nombre de personnes en Martinique à réduire leur capacité de discerner et à se réfugier vers des systèmes alors en psychologie, on appelle ça des systèmes de défense, hein, des systèmes de défense qui ont été dans des habitudes, dans des rituels plus anciens qu'on a appris, qu'on nous a transmis. Et ce sont ces automatismes qui peuvent aujourd'hui prendre beaucoup de place et avec du coup un positionnement qui est irrationnel, parfois un peu par définition dans le schéma que je vous présente, parce qu'on n'est pas dans le raisonnement, puisque la partie du cerveau qui traite le raisonnement est chantée par la peur, et du coup, là, on ne se rend pas compte qu'on ne raisonne pas, puisque en fait, on a quand même une réponse, mais une réponse qui peut être automatisée et qui peut subir aussi des emprises de ce qui se passe autour, et notamment les phénomènes de mimétisme qu'on va avoir. On ne raisonne plus, donc on fait ce que l'on va ressentir, donc on réagit sur un mode émotionnel, et on peut sentir aussi par imitation du groupe, et on peut s'embarquer dans le groupe, à suivre le comportement du groupe, sans être à ce moment-là dans la capacité de remettre un raisonnement personnel. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à votre question, quoi. C'est très bien et ça nous permet de passer la parole à notre ingénieur social Guy Albert Ruffin-Duhamel, puisque cette
peur individuelle que l'on ressent personnellement, vous l'avez expliqué, ce mécanisme qui fait que notre discernement peut être modifié parce que la peur elle-même, ce mécanisme, nous fait voir les choses d'une autre manière. En tant qu'animal, on a envie de se protéger. Et nous sommes aussi un animal social. Nous vivons au sein d'une communauté, d'une collectivité. Guy Albert Ruffin-Duhamel, est-ce qu'il y a un effet de groupe dans une société lorsque c'est un ensemble du coup qui se retrouve à vivre la même situation? Est-ce que ça peut expliquer qu'on a des personnes qui se regroupent, qui font des groupes WhatsApp, qui font des collectifs et qui font passer des messages qui sont irrationnels? Guy Albert Ruffin-Duhamel. Oui, absolument. C'est-à-dire que le vécu de la crise Covid depuis déjà plusieurs mois, voire même 1 an et 8 mois, proche des 2 ans, n'est plus une affaire individuelle. C'est trop douloureux, c'est trop difficile. Aujourd'hui, c'est le corps social qui est impacté par ça, avec des mécanismes de défense, mais des mécanismes également de réaction, de riposte. Et ces mécanismes de riposte prennent des allures quelquefois organisées sur un fond de contre-démocratie ou un fond de vouloir aller plus vite que la réponse institutionnelle. Et comme la réponse institutionnelle n'a pas su nous protéger du virus, donc elle est forcément complotiste, elle est forcément conspirationniste, donc elle est défiante. Donc aujourd'hui, on est sur un terrain social extrêmement compliqué, extrêmement mouvant, qui pose un constat de défiance systématique, de perte de légitimité de la parole publique, mais aussi de la parole scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la parole publique qui est décriée, mais la parole scientifique et avec aussi la parole démocratique et institutionnelle. Ce qui fait que ça part d'un constat d'échec personnel, c'est-à-dire que la Covid, je n'arrive pas à m'en séparer, ça me mine la vie, on me confine, mais on ne me donne pas de solution. Je veux des solutions, mais celles qu'on me propose ne me semblent pas être forcément celles que j'attends. Donc, il y a, si vous voulez, une perte du raisonnement. Et c'est ce qu'expliquait le professeur Joël. Et quand vous perdez votre raisonnement, vous n'êtes plus dans la raison. Il ne sert à rien de discuter avec un complotiste, il n'est pas dans le raisonnement. Ça veut dire, et ce sont ces groupes, déjà quand vous avez une personne qui ne raisonne pas, c'est déjà difficile. Et quand vous avez une société qui avance dans le non-raisonnement, ça donne des choses incroyablement et très compliquées. Et c'est déjà son tissu identitaire, car ce qui se passe en Martinique ne se produit pas dans un terrain neutre. Rappelez-vous, en mars 2020, on était déjà sur un tissu identitaire avec quand même le renversement, le déboulonnage de statuts, avec quand même des mouvements aussi bien au national avec le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des mouvements rouge-gras en Martinique. Ce qui fait que la grogne populaire était déjà installée et ça a trouvé un terrain totalement fertile, puisque vous aviez déjà un corps social qui était déjà en riposte, qui s'est aggravé, avec au début une demande de solution, c'est-à-dire on attendait de l'État. On attendait de l'État des masques, on attendait, ce n'était pas encore l'air de l'oxygène, on attendait des masques, du gel, des solutions publiques, et puis des réponses. Et puis on attendait aussi un vaccin. Et on attendait aussi des fermetures de frontières. Il y avait toute une série d'attentes où l'État devait réagir. Alors, est-ce qu'il y a une faute, pas de faute? Je pense que dans ces mécanismes d'attente de société, les manifestations se sont amplifiées et quand les réponses sont arrivées, elles ont été de facto impopulaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que la parole institutionnelle, celle du gouvernement, celle du préfet, celle de l'ARS, est une parole complotiste, est une parole, si vous voulez, qui n'est plus crédible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quand on a dit ça, est-ce qu'on reste sur le constat, se dire c'est trop tard, on est foutu? Non, je ne pense que pas du tout. Je pense que ce sont ce genre de transparence, et que je salue aujourd'hui l'initiative des instances du SDIS, qui permettent de venir en riposte avec des vérités. Mais malheureusement, il en faudra beaucoup, car quand on ne raisonne pas, eh bien, tant qu'on ne va pas reprendre le contrôle de la raison, le contrôle du bon sens, on ne s'en sortira pas. Mais il faut de la répétition et de la pédagogie qui tiennent compte de l'état social actuel. Merci beaucoup, Guy Albert Ruffin-Duhamel. Il nous reste encore 7 minutes pour suivre cette webconférence Mieux agir, mieux savoir pour mieux agir.
44 participants. N'hésitez pas à poser vos questions aux experts qui sont là pour y répondre. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Dabor Rizière, médecin, réanimateur et toxicologue au sein du CHU de Martinique, le professeur Louis Giel qui vient d'intervenir, psychiatre spécialiste des psychotraumatismes, Madame Marie-Hélène Glaudan de la Guigneret, pharmacienne biologiste, directrice de laboratoire, Monsieur Laurent Maniry, enseignant-chercheur, maître de conférences en informatique et directeur de l'IUT de Martinique, spécialiste des réseaux sociaux, et Monsieur Guy-Albert Ruffin du Hamel, ingénieur social, qui est également membre du conseil scientifique et qui est en tenue de pompier puisqu'il est officier expert sapeur-pompier volontaire. Alors, dans tout ça, on a compris du coup, on refait un peu le film du début de cette conférence. On rappelle du coup ce témoignage. Il faut se faire vacciner puisque dans les faits, aucune personne vaccinée n'est dans un état grave de réanimation au sein du CHU de Martinique. Aucune personne vaccinée pour la 4e vague n'est décédée en Martinique. Donc, le vaccin protège bien des formes graves de la COVID-19 et ça, je crois qu'il faut le répéter. Eu égard évidemment à cette obligation vaccinale, ce n'est pas le thème de cette conférence, mais il y a quand même des faits qui montrent que le vaccin protège contre les formes graves. On a aussi parlé des mécanismes des réseaux sociaux qui veulent nous dire le contraire et maintenant on sait pourquoi, on sait comment cela fonctionne et on sait aussi du coup que le contexte de peur nous amène à avoir notre raisonnement biaisé par des mécanismes naturels et que cela est amplifié par le phénomène de groupe et de société, notamment en raison de la situation en Martinique au niveau des problèmes sociétaux, au niveau de l'histoire, de la relation avec l'autorité, la préfecture, l'État, la France, le gouvernement, et aussi ce sentiment un peu complotiste. Alors, dans tout ça, j'ai une question à poser à monsieur le directeur. Dans tout ça, les pompiers, qui sont une fonction vitale au sein de la société, dont le rôle est de protéger, de porter secours à la population, quelle attitude peut avoir un sapeur-pompier aujourd'hui lorsqu'il intervient, quelle que soit l'intervention? Est-ce que le message qu'il porte, notamment vis-à-vis de la vaccination, de la maladie, tout ça, doit être un message exemplaire, même s'il peut y avoir des convictions, mais quelle attitude un pompier qui n'est pas une personne comme les autres peut avoir dans ce contexte en Martinique par rapport à toutes ces informations qu'on vient de donner? Alors, la question est bien, je crois qu'elle est importante. Quelle attitude le sapeur-pompier peut avoir ou devrait avoir lorsqu'il est appelé à intervenir en ce moment? Moi, j'aurais tendance à dire et à rappeler que nous sommes des agents du service public et que notre rôle est de respecter dans nos interventions toute la discrétion que nous impose notre fonction et notre statut d'agent du service public. D'accord? Ça m'embête toujours de parler de règlement, parce que moi, je considère que le règlement, il est là que pour venir régler des situations où ce qui doit se faire par le bon sens ne se fait pas. Le bon sens, de mon point de vue, c'est que quand j'interviens, et que j'interviens au domicile d'une personne, je me dois de respecter sa dignité de personne. Je me dois de respecter le fait que je suis dans le privé. Et je me dois de respecter les convictions de cette personne. Je peux porter les miennes. Je ne suis pas en position d'exprimer mes convictions personnelles. Je représente un service public. On a pu constater qu'il y a eu quelques déviances. Puisque l'occasion m'est donnée, je dis que c'est un petit peu dommage qu'on en arrive jusque-là. Certainement que ce qu'a expliqué le professeur GL, la peur personnelle, etc. Néanmoins, nous sommes préparés, formés à intervenir dans des situations de crise. Et nous sommes face à une situation de crise particulière parce qu'elle nous impacte chacun personnellement. Elle nous interroge chacun personnellement. Elle interroge des démarches que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait. Elle interroge des ressentis que nous avons plus ou moins par rapport à une situation. Mais je redis, de mon point de vue, et je crois que c'est une condition sine qua non,
nous devons de rester dans le cadre, j'allais dire, déontologique de notre mission, de notre fonction de sapeur-pompier. C'est essentiel, sinon ça va laisser la porte ouverte à des incompréhensions de la population vis-à-vis de nous, d'accord? On peut se croire fort parce qu'on répond à une tendance aujourd'hui de la population. Cette tendance peut beaucoup changer. On se retrouvera bien seul et bien montré du doigt, parce que qu'on le veuille ou pas, on ne passe pas inaperçu dans la population. Quand on a la tenue de sapeur-pompier, quand on intervient, on représente un corps qui a une image, qui secours, a une image de venir. Alors, moi, j'ai des témoignages de sapeurs-pompiers qui se sont retrouvés dans ce moment, dans des situations particulièrement stressantes, qui ont vu des personnes leur tomber dans les bras et décéder, parce que justement touchés par le corona, pas vaccinés, voilà, et qui, pour les insuffisances respiratoires que cause cette maladie, pour les conséquences avec, les pompiers le connaissent, ils savent de quoi je parle, des désaturations brutales, des crises au niveau respiratoire qui peuvent être brutales et qui peuvent avoir des conséquences au niveau cardiaque et des décès. Et j'ai plus de témoignages de sapeurs-pompiers, de ceux qui interviennent là au quotidien, qui sont confrontés à cela. Et on est là aussi, et je crois que le professeur GL, il y a un autre aspect de la dimension psychologique qui comment on va faire pour que ce stress collectif qu'on est en train de vivre, voire ce deuil collectif qui est énorme, comment on va faire pour que cette société martiniquaise dépasse ce qu'on est en train de vivre là. D'accord? Donc, je sais que là, on est sur une portée information sur c'est quoi cette situation que nous vivons, comment faire pour y faire face. Mais demain, je suis persuadé qu'on aura un aller plus loin qui est comment on sort, j'allais dire, par le haut de ce que nous cause, en train de nous causer cette affaire. Et c'est vrai au sein du corps des sapeurs-pompiers. Moi, je pense que la pire des choses, nous sommes, comme par hasard encore, perdre la cohésion de notre corps, c'est la pire des choses. Or là, la situation nous met complètement face à cela. Donc voilà, maintenant c'est une réalité, il faut qu'on l'affronte ensemble. Je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter la solution moi tout seul, il faut qu'on l'affronte ensemble. C'est complètement le sens de la démarche que nous faisons ce soir. Merci beaucoup, colonel. Nous allons bientôt clôturer cette webconférence. Malheureusement, peu de questions. On va aborder dans quelques instants ce rapport du Haut Comité français qui va nous être rapidement présenté par le colonel et un lien vous sera donné pour pouvoir consulter ce rapport. Mais l'intervention donc de fin de cette webconférence sera réalisée par Monsieur Ruffin Duhamel qui souhaite nous apporter donc un éclairage sur l'aspect positif, en tout cas ce contexte positif que l'on vous a rapporté, Monsieur Duhamel, depuis quelque temps. Monsieur Ruffin Duhamel, on vous écoute. Oui, ce que je souhaiterais peut-être dire en conclusion, la caméra, c'est que j'ai rencontré depuis quelques semaines déjà sur le terrain, en me déplaçant sur le terrain, quelquefois avec le colonel Tibur, on a fait déjà quelques casernes. Je continue à rencontrer de nombreux sapeurs-pompiers, que ce soit des volontaires ou des professionnels, et je suis quand même rassuré car les choses avancent dans le bon sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout un constat négatif de ce qui se passe au niveau du corps des sapeurs-pompiers. Ce qu'ils me confient quelquefois dans de petits groupes, mais également lors de mes entretiens individuels que je tiens de plus en plus avec les sapeurs-pompiers, que ce soit au niveau de leur caserne, mais aussi au niveau de mon bureau état-major, c'est qu'il y avait des questions, c'est-à-dire qu'il y avait des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont dû faire face à l'urgence.
Ils ont travaillé, mais énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont rempli les dégâts et qui ont fait beaucoup d'interventions, jusqu'à peut-être 3-4 sorties, quelquefois dans une gare, ce qui est assez impressionnant. J'ai vu des équipes très motivées, des équipes qui en donnaient, qui avaient vraiment besoin de se sentir pompiers et se sentir solidaires et actifs, mais des équipes aussi qui pensaient aussi à leur santé, au corps qu'ils formaient, et qui sont aujourd'hui prêts à non seulement respecter ces gestes barrières, ils sont solidaires et actifs. Je veux aussi rassurer sur ce point-là, respecter ces gestes barrières, mais aussi commence à comprendre l'intérêt de cette vaccination. C'est vrai que ça va demander du temps, mais surtout de l'accompagnement. Et sur pourquoi, en tout cas, je me bats et que je suis très actif, et je remercie beaucoup la hiérarchie, particulièrement M. le colonel Stiburn et le chef d'état-major, le colonel Rancé, c'est de pouvoir permettre à tous ces sapeurs, tous ces officiers, ces hommes du rang, ces officiers, de pouvoir libérer la parole et avoir des explications dès qu'ils en ont besoin. Je crois qu'on n'est pas dans un constat totalement défaitiste, loin de s'en faut. Et cette émission, pour moi, tombe à point nommé. Ça permet aux personnes de concrétiser déjà les efforts qui sont déjà faits. Et nul doute que les discussions se poursuivront indépendamment de cette émission, puisque je crois bien qu'il y a des retransmissions prévues et également la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux. Donc, je suis plutôt très positif sur la vaccination. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette web conférence. Merci à nos différents experts qui ont pu répondre à vos questions. Merci à la direction du STIS d'avoir créé ce moment d'échange. Voilà, nous sommes arrivés au plus haut. Nous étions à 42 participants sur notre réunion Zoom, peut-être un peu plus sur le Facebook Live. Merci également donc aux équipes techniques qui ont travaillé pour la mise en place de ce rendez-vous. Colonel, alors je ne veux pas dire le mot de la fin à votre place, mais ce qu'on pourrait quand même dire, c'est que ce rendez-vous n'est pas le seul pour l'expression de questionnements. Si le personnel, évidemment, a des questions, il y a des espaces qui sont ouverts. Il y a des cellules d'écoute qui sont en place pour le personnel en cas de besoin, notamment de difficultés sur les interventions. Et donc, il y a toujours possibilité de discuter, d'apporter des réponses et de poser des questions dans le cadre de cette crise du coronavirus. Est-ce que, colonel, vous voulez clôturer cette réunion? Écoutez, alors, vraiment, merci à chacun de leur participation, aussi bien ceux qui ont souhaité se connecter sur Zoom et puis sur Facebook pour la suivre, ceux qui ont permis que cet apport d'information se fasse, à vous-même qui avez assuré cette animation. On l'a annoncé, on va vous mettre à disposition, ça va dans le sens de cette conférence. Comme je l'ai dit en tout début, le Haut Comité français pour la résilience nationale, et je crois que la question de la résilience est complètement posée de notre société. On ne sort pas des crises sans changement au niveau de la société. Donc, il est présidé par Jean-Marie Le Guen, qui est un médecin spécialiste des questions de santé publique. D'accord. Il est le délégué général de ce haut comité est M. Christian Soumad, qui est diplômé en droit. Et qui assure la direction de cette association depuis 2004. C'est quelqu'un que j'ai personnellement connu dans d'autres fonctions. Et ce haut comité a souci de faire le travail de mémoire. Cette crise-là, cette crise pandémique mondiale, cette crise pandémique qui touche la Martinique, on n'en est malheureusement peut-être pas la dernière. Donc, il faut qu'on puisse tirer les enseignements. En tout cas, ils sont au deuxième rapport sur cette crise pandémique. Celui dont je parle, il vient de sortir. Il comprend 11 chapitres. Il y a certainement des questions auxquelles on n'a pas suffisamment répondu ce soir, mais j'invite ceux qui veulent aller plus loin à se procurer, s'il est en ligne, c'est un document public. Il parle dans un chapitre du virus, il parle dans un autre chapitre des mesures sanitaires qui ont été mises en place, de la désinfection, du dépistage, comment se fait le dépistage, les traitements,
les traitements. Il y a eu, je sais qu'il y a eu beaucoup chez les sapeurs-pompiers de mise en avant, mais pourquoi la vaccination? Pourquoi pas des traitements préventifs et curatifs? Ben, il en parle de tous les essais qui sont en place. Je crois que Mme Lodo peut nous dire quelque chose là-dessus. Il ne faut pas penser que le choix de la vaccination a été le seul qui est. Non, d'autres choses sont étudiées, mais ce qui ressort pour le moment, c'est que c'est la vaccination qui permet d'apporter la réponse la plus rapide à une situation qui est une situation de crise. C'est ce que nous connaissons en ce moment en Martinique. Il se poursuit avec l'aspect stratégie vaccinale, politique de déconfinement, etc. Voilà. Donc, on vous mettra en lien ce document. Moi, je vous invite vraiment à dans un aller plus loin, à le consulter. Au-delà, nous restons bien sûr complètement ouverts à organiser de nouvelles séances comme celle-ci, de conférences comme celle-là. On maîtrise de mieux en mieux la technique qui permet de le faire. Et donc, on n'hésitera pas. On le fera en fonction de ce qu'on sent qui est la demande des sapeurs-pompiers et des personnels du service d'incendie et de secours, parce que c'est un administratif technique également. Je crois que c'est le rôle de notre service aussi, de faire ce rôle sociétal qu'a toute entreprise, qu'a toute institution, d'apporter en particulier à son personnel. Et puis au-delà, hein, on mettra donc en ligne sur YouTube cette conférence, de telle sorte qu'elle soit ouverte non seulement aux sapeurs-pompiers, mais plus largement, et que d'autres puissent en bénéficier. Donc voilà, c'est le dernier mot que je peux dire, c'est encourager vraiment chacun. On l'a dit, la conférence, on l'a intitulée « Mieux savoir pour mieux agir ». On invite chacun, voilà, en toute conscience, à prendre en compte les différents paramètres pour agir du mieux possible. L'action de chacun conditionne la réussite de l'action collective. Merci. Voilà, c'est parfait. On a respecté le timing, 16h10, 17h10, une heure de discussion et d'éclairage. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence et prenez soin de vous. Merci. Merci.